Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir ce que sont et comment utiliser Local Storage et Session Storage. Alors Local Storage et Session Storage, en fait ce sont des variables disponibles dans le côté client en fait en JavaScript et qui vont nous permettre de sauvegarder des items. Alors des items c'est simplement key et value, c'est-à-dire que ça va être un peu comme le nom d'une propriété et derrière la valeur de la propriété tout simplement. Alors pour être sûr de bien comprendre ces deux notions, c'est possible que cette vidéo soit un peu plus longue que les autres. Donc voici un petit sommaire rapide. On va parler des méthodes, on va faire une démo, puis ensuite on va parler du listage des propriétés. Ensuite on va voir les différences entre local et session. Ensuite on va parler de l'event, le storage event, et ensuite on va parler de cas concrets. Au niveau des méthodes, alors on va avoir bien sûr les trois principales qui vont être setItem, getItem et removeItem. Alors setItem avec key et value, donc on va pouvoir en fonction d'une clé enregistrer une valeur, ensuite getItem on va pouvoir récupérer cette valeur là avec la clé, et removeItem bien sûr enlever cet item là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les clés et les valeurs pour ces deux notions-là, donc Local Storage et Session Storage, eh bien, ce sera des chaînes de caractères. C'est-à-dire que la clé et la value sont forcément des chaînes de caractères, et si de base, ça n'est pas une chaîne de caractères, eh bien, ça va être transformé en chaîne de caractères. Donc, si par exemple, en clé ou en valeur, on va mettre 124, eh bien, ça va être en fait à la fin, ou enfin, dès que c'est enregistré, ça va devenir la valeur, enfin, la chaîne de caractères 124. Donc ça, il faut le comprendre. Si on écrit nul, ça va devenir NULL, donc ça va devenir la chaîne de caractères nul. Ça, il faut le savoir, et c'est pour la clé et pour la valeur. Ensuite, on va avoir également le point clear. Alors le point clear, ça va permettre tout simplement de refresh, donc c'est-à-dire de réinitialiser l'objet. Donc à l'instant où on fait point clear, toutes les propriétés, enfin tous les items sont supprimés, tout simplement. On va également avoir une méthode intéressante qui va être point key. Point key va nous permettre de récupérer le nom d'une clé en fait en fonction de l'index. Donc par exemple, si on ajoute un item et que c'est le premier, eh bien l'index va être 0. Donc avec l'index 0, eh bien on va récupérer le nom de notre clé. Vous allez voir que ce sera utile par la suite. Et enfin, une propriété et non une méthode qui va être .length et qui va nous permettre donc d'avoir le nombre d'items dans notre local storage ou dans notre session storage. Donc on va faire quelques exemples. Ici, si je fais local storage.length, on va d'abord voir qu'il y en a 4. De base, sur le site où je suis, crx.com, eh bien il y a 4. Ou alors avec mes tests, peut-être, il y en a 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un item. Donc pour ça, on va faire set item. On va par exemple faire test 12, ce sera le nom de notre clé, et la valeur, ce sera OK, tout simplement. Si maintenant j'enlève ça, et donc je fais un get de item, on va bien sûr avoir OK. On va refaire ça, mais au lieu de mettre OK ici, on va mettre undefined. Et au lieu de mettre test 12, on va mettre test 13. Maintenant, si je fais un getItem de test 13, vous allez voir ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout va être transformé en string. Ici, on a bel et bien une chaîne de caractères. Donc, pour bien voir tout ça, on va faire un point length et voir que maintenant, il sera à 6, puisque maintenant, on a 6 valeurs là-dedans. Et si je fais un clear, ou non, si je fais d'abord un key de 5, hop, eh bien on va avoir 1 qui sera tout simplement le 5e index. Donc je ne sais plus à quoi il correspond, mais voilà, c'est le 5e index qui correspond à 1, tout simplement. Et on va faire maintenant un point clear, hop, et on voit que si jamais on fait un length, eh bien on va avoir 0. On va quand même ajouter test 12 et test 13. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a fait notre petite démo, on voit que c'est très simple d'utilisation. On va voir le looping et notamment le problème du looping. Alors je vais copier ce code là et on va comprendre le problème en fait du listage des propriétés. Ici vous voyez qu'on a nos deux propriétés qu'on a créées, test 12 et test 13, très bien, mais en fait on a également toutes les méthodes et également le point length. Pourquoi on a tout ça? Pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, en fait, toutes ces méthodes-là vont avoir le flag enumerable à true. Et donc, quand on va faire un for, eh bien, ils vont apparaître dans les itérations. Et logiquement, si on écrit cette syntaxe-là, c'est pas ça qu'on veut. On veut uniquement nos deux valeurs, en fait. Donc, comment on va faire pour avoir uniquement nos deux valeurs? Eh bien, on va avoir cette solution-là, qui est la plus simple, sans comprendre tout ce qui est prototype et également flag. C'est celle-ci. Et donc, vous voyez qu'on a l'utilité du point key. Alors en fait, on va tout simplement faire un bon vieux for avec la création d'une variable i, et ensuite donc i est inférieur à localStorage.length, c'est-à-dire qu'on va boucler tant qu'il y a, autant de fois qu'il y a d'items dans notre local storage. Et ensuite, en se servant de point key avec donc l'index, eh bien on va pouvoir énumérer
tous nos items tout simplement. Si ici je copie ça et que je colle, hop, on a bien la clé test12 qui vaut OK et la clé test13 qui vaut undefined, donc ça marche bel et bien. Maintenant pour des solutions un peu plus avancées, une fois qu'on comprend tout ce qui est prototype et également tout ce qui est flag. Donc là, vous voyez qu'on a une solution qui est plus courte, on a une ligne en moins et qui est même, je trouve, plus belle. En fait, on va utiliser object.keys. Ce qu'il faut comprendre avec local storage, c'est que si on le regarde, en fait, on va voir qu'il va avoir des propriétés propres, c'est-à-dire les propriétés qu'il y a directement, .length, test12 et test13. Ensuite, en proto, on va avoir celle-ci qui s'affiche également lorsqu'on fait un for, donc lorsqu'on met l'objet sous forme d'itération. Ici, le .length, en fait, quand on va faire un object.keys, en fait, n'affiche que les propriétés propres, c'est-à-dire ces trois propriétés-là. Mais pourquoi il ne va pas afficher le .length? Parce que le .length a un flag enumerable à false. Donc c'est vraiment aller plus loin, c'est pour ça que c'est une solution avancée. La solution la plus simple, c'est celle-là. Mais je veux juste vous faire comprendre que celle-ci marche tout aussi bien parce qu'en fait, elle va combiner le fait d'avoir uniquement les propriétés propres et uniquement, puisque c'est un for, les propriétés qui sont enumerable à true, c'est-à-dire uniquement celles que l'on définit nous-mêmes. Et la deuxième, ça va être un peu dans la même veine en fait, puisqu'on va se servir de la méthode asOwnProperty pour savoir si la propriété est propre ou non, donc si elle vient d'un prototype ou si elle est propre à local storage. Et dans ce cas-là, si elle n'est pas propre, alors on continue, et si elle est propre, alors on l'affiche, et ça va faire la même chose, vous allez voir, hop, juste ici, on va avoir la même chose. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la différence entre local et session storage. Alors ici, je vous ai fait un petit tableau que j'espère assez compréhensible qui va permettre de savoir quelles sont les propriétés de chacun de ces deux objets. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement aux cookies, il ne va y avoir aucune date d'expiration. Donc ils ne vont pas se terminer automatiquement ou ne plus être disponibles automatiquement après une certaine période. Ça, ce n'est pas le cas pour local et session storage. Ensuite, tous les deux sont attachés à l'origine. Alors ça, c'est quelque chose d'assez logique, qui en fait simplement signifie que toutes les valeurs de local storage sont dédiées à une origine, et également pour session storage. Et qu'est-ce que c'est une origine? C'est domaine, port et protocole. Donc à l'instant où on va avoir le même domaine, le même port et le même protocole, eh bien toutes les valeurs de local storage seront disponibles. Voilà. Et ensuite là on va arriver à la première grosse différence entre local et session, c'est qu'en fait, est-ce que oui ou non les valeurs sont disponibles dans plusieurs onglets ou fenêtres d'une même origine? Ça va être le cas pour local storage, mais ça ne va pas être le cas pour session storage. Alors qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie que si on a plusieurs onglets, et que dans un onglet on définit un certain item dans local storage, eh bien il va être automatiquement disponible dans l'autre onglet qui est à côté, qui est donc le même site web, la même origine. Alors que pour session storage, si on définit un item dans un certain onglet, eh bien il va être dédié à cet onglet-là, et donc il ne va pas être disponible dans un autre onglet à côté qui est de la même origine. Et ça c'est essentiel. Ensuite, la deuxième chose, l'autre chose, c'est est-ce que ces valeurs-là survivent au rafraîchissement d'une page? Oui, c'est le cas pour les deux. Si on rafraîchit l'onglet, alors oui, les valeurs dans local storage seront toujours les mêmes et les valeurs de session seront toujours les mêmes. Et ensuite, là, on arrive ensuite à la deuxième plus grosse différence entre local et session, c'est qu'en fait, est-ce que ça va survivre à la fermeture d'un onglet et également au redémarrage de l'ordinateur? Ça va être le cas pour local storage, mais ça va pas être le cas pour session storage. Ce qu'il faut comprendre avec session storage, c'est que c'est uniquement pour la session en cours, c'est-à-dire qu'une session, c'est à l'instant où on ouvre l'onglet, où on navigue entre différentes pages, où on rafraîchit, et à l'instant où on ferme l'onglet. Donc à l'instant où l'onglet va être fermé, toutes les valeurs de session storage vont être tout simplement supprimées et ne vont être plus disponibles si jamais on revient après à la même origine. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Session storage, c'est dédié à un onglet et à l'instant où l'onglet est fermé, alors elles disparaissent ces valeurs-là. Alors que local storage, c'est des valeurs qui restent, qui sont totalement persistantes, même après le redémarrage d'un ordinateur. Passons maintenant à Storage Event, donc à l'événement de storage. Alors cet événement-là est uniquement possible pour local storage et non pas session storage. Pourquoi? Car il a un comportement assez spécial. En fait, il va se déclencher à l'instant où une valeur est modifiée ou ajoutée dans local storage. Mais il va uniquement se déclencher pour les autres pages. C'est-à-dire que si on est dans la page où on va faire le set item, eh bien l'événement ne va pas se déclencher. Mais sur la page d'à côté, sur un autre onglet d'à côté avec la même origine, là on va avoir l'événement qui va être déclenché parce que la valeur, ou une valeur, ou du moins local storage a changé, mais pas dans cette page-là, dans une autre page. Donc pour mieux comprendre ça, on va simplement on va copier ce code-là, simplement cette partie-là par exemple. Hop. On va aller ici sur slides.com, donc c'est la page d'accueil. Je vais exécuter cet événement-là.
Ensuite, je vais revenir sur ma page ici, hop, et je vais donc faire un set item de 14 par exemple. Hop, 14. Je fais ça. Je reviens sur mon autre page et on voit ici qu'on a eu un storage event. Donc je peux, hop, me décaler un peu pour être sûr que vous voyez. Donc dans ce storage event là, on va avoir beaucoup de choses. Les plus importants, ça va être la clé. On va avoir la clé pour dire quelle est la nouvelle clé en question. Quelle est l'ancienne valeur? Ici, puisque c'est une nouvelle valeur, ça va être nul. Quelle est la nouvelle valeur? Ça va être OK. On a même l'URL pour savoir d'où est-ce que ça provient en fait. Et on va également avoir le storage area qui va nous dire en fait, qui va nous envoyer l'objet carrément storage avec toutes les valeurs qu'il va y avoir. Et ensuite on va avoir le type storage, bon ça c'est à peu près la même chose partout. Donc voilà, c'est surtout ces valeurs-là qui vont être intéressantes, qui old value et new value. Donc vous voyez que si je reviens ici et je fais un set item de 14 et que je mets OK 2 cette fois-ci, si on revient, hop, on revient là, on va avoir un old value qui vaut OK et un new value qui vaut OK 2, donc on a bien ce qu'on voulait. Donc voilà concernant le storage event, il s'exécute uniquement sur les autres pages et non pas sur la page où on fait la modification du local storage, tout simplement. Alors maintenant les cas concrets, donc on en arrive à la fin. Deux cas concrets je pense pour local storage, ça va être premièrement les champs d'un formulaire. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire c'est que la plupart du temps, quand on remplit un formulaire, si jamais on ferme l'onglet ou on ferme la fenêtre et qu'on revient dessus, eh bien sûr les valeurs vont disparaître, on va devoir les réécrire nous-mêmes. Eh bien imaginez que pour chaque text area ou que pour chaque input, eh bien il y ait un événement à l'update et qu'à l'instant donc que cet input-là change de valeur, eh bien on enregistre sa nouvelle valeur dans local storage. Et si on fait ça, eh bien à l'instant où on ferme l'onglet, où on ferme la page et qu'on va revenir sur notre page pour recompléter notre formulaire, eh bien on va avoir toutes les valeurs qu'on avait précédemment écrites. En tout cas, l'utilisateur va avoir toutes les valeurs qu'il avait précédemment écrites. Et donc ça va être clairement un gros plus pour reprendre le cours de quelque chose et donc avoir éventuellement un taux de conversion meilleur pour l'inscription ou pour plein d'autres choses. Donc ça, c'est un cas plutôt concret et plutôt très pertinent, je trouve, pour local storage. Ensuite, on peut également y stocker la valeur du dark mode. C'est-à-dire que si on ne veut pas que le dark mode soit en base de données ou si on ne veut pas qu'il soit en session ou en cookie et qu'on veut qu'il soit tout le temps présent, eh bien on peut le stocker dans local storage, comme ça on sait si ça vaut 1 ou si ça vaut dark ou light par exemple, et comme ça on va pouvoir tout faire en fonction de la valeur local storage. Ensuite, pour Session Storage, j'ai essayé de trouver une utilisation parce qu'il est quand même beaucoup moins utilisé vu son comportement. Et je pense qu'une de ces utilisations, ce serait pour garder le scroll d'une page. Parce que ça, c'est quand même dédié à une session. Si jamais on rafraîchit la page et qu'on veut revenir à notre scroll ou qu'on veut revenir à, je sais pas, à un certain dièse, donc à un ID d'éléments, eh bien le mieux ce serait de stocker ça dans Session Storage parce que ça va dépendre en fait de l'onglet où on est. Et si jamais on a le même onglet, enfin si jamais on est sur la même page mais sur un autre onglet, eh bien le scroll serait différent et l'endroit où on est serait différent. Donc je pense que si jamais on veut au rafraîchissement d'une page ou alors quand on revient sur une page revenir au bon endroit du scroll, eh bien utiliser Session Storage serait la bonne chose à faire. Il peut y avoir bien sûr plein d'autres cas concrets, mais je pense que ces quelques cas concrets-là illustrent la manière dont on peut utiliser Local Storage et Session Storage. Voilà, c'est tout concernant cette vidéo. Si vous voulez plus d'infos, j'ai mis quelques liens en description. En parlant de liens en description, j'ai également un cours gratuit pour être plus confiant en JavaScript, pour mieux comprendre son code. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. En attendant, j'espère qu'on va se revoir dans d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne journée.